Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face du lundi 20 février avec Caroline Galacteros, géopolitologue, docteur en sciences politiques, qui dirige le think tank Géopragma, le pôle français de géopolitique réaliste, qui est également auteur du blog Bouger les lignes. Bonjour Caroline Galacteros. Bonjour. Bonjour mon colonel, parce que je rappelle que Caroline Galacteros est colonel, et oui, dans la réserve opérationnelle des armées. Non mais, oui, mais... Sans affectation désormais. Sans affectation, mais ça reviendra, Caroline Galacteros. Alors, on va faire un peu l'état des lieux. On vous a reçu toujours avec plaisir à plusieurs reprises dans l'émission et à Sud Radio. Alors, Biden, visite surprise, on ne savait pas du tout, on pensait qu'il était en Pologne, il est allé en Pologne, et puis ça allait s'arrêter là, et il est à Kiev, avec Volodymyr Zelensky. On a écouté depuis ce matin, en direct, il était là, et il a expliqué qu'il allait fournir des armes, et qu'il allait être pour l'Ukraine, pour la guerre, en tout cas, as long as it takes, tant que il faudra le faire. Il est là, et il va fournir tout ce qu'il faut, et voilà, c'était les fusions, etc. Bien, qu'est-ce que, en fait, là, ça traduit quoi? Ça traduit que on va aller jusqu'au bout. C'est quoi exactement qui se dessine? Enfin, on essaie de comprendre. Puis on va parler aussi de Poutine, on va parler des autres pays, la Chine, tout ce qui se passe. Mais qu'est-ce que ça traduit, Caroline Galacteros? Ça traduit la montée d'une grande inquiétude aux États-Unis devant l'évolution du cours de la guerre. Et je dirais que cette visite, bien sûr, ça se veut un coup de pouce et de nouveau l'affirmation d'un soutien à l'Ukraine. Mais en même temps, les responsables militaires, les responsables de l'OTAN, les responsables européens, tout le monde, tous les gens informés et aux affaires savent bien que l'Ouest n'a tout simplement pas les moyens en armement de continuer à entretenir l'élan ukrainien, l'élan armé ukrainien, et que si vous voulez, structurellement, il y a une disproportion telle entre la force de l'armée russe aujourd'hui et qui, d'ailleurs, cette guerre et la manière dont on l'a escaladée en fournissant l'Ukraine, etc., aura contribué, finalement, à faire renaître et à faire se restructurer cette armée russe. Donc, il y a maintenant... qui n'était pas au point, mais en non. fait. Donc, c'est fou. Enfin bon, voilà, c'est encore un des effets collatéraux très lourds de cet engagement. Voilà. Mais alors, justement, quand vous dites que l'Ouest n'a plus les moyens, concrètement, en quoi? Expliquez-nous en quoi, parce qu'ils peuvent fabriquer des armes, etc. On ne peut pas fabriquer au rythme où il le faudrait pour pouvoir renverser la vapeur militaire. Les Ukrainiens n'ont plus grand-chose, à vrai dire. Ils vivent donc sous perfusion militaire et économique d'ailleurs aussi. Mais de toute façon, il est clair, il est avéré, il est dit maintenant d'une manière assez ouverte. Jens Stoltenberg de l'OTAN l'a dit il y a quelques jours. Le secrétaire général de l'OTAN a dit, mais de toute façon, on n'a pas les munitions déjà, ni les munitions, ni les obus par rapport au rythme imposé, si vous voulez, au tempo de la guerre imposé par l'armée russe désormais. L'Ukraine ne peut pas rattraper et encore moins renverser, sauf à engager, je ne sais pas, des forces occidentales. Ça pourra d'ailleurs. Sauf à engager les forces de l'OTAN humainement. Oui, voilà. Oui. Mais on sait là le refus américain, tout simplement, de mettre des Américains officiellement sur le terrain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas officieusement. Il y a beaucoup de Polonais sous uniforme ukrainien. Il y en a beaucoup qui attendent en Pologne et qui d'ailleurs sont mobilisés. Donc, moi, ce que je crains, et je trouve que cette période est extrêmement dangereuse, c'est la période du désespoir. C'est la période où on arrive maintenant au moment où le poteau rose va se briser, va se voir, et où on va comprendre qu'on a raconté n'importe quoi depuis un an aux opinions occidentales. Le narratif, vous voulez dire? Le narratif, la guerre des perceptions. La guerre des perceptions, elle arrive à ses limites. Et ces limites, qu'on le veuille ou non, qu'on soit content ou non, ça n'est pas le sujet. La guerre
des perceptions est en train de se heurter à la guerre d'attrition, qui est une guerre bien réelle, menée et pour l'instant avec des morts, avec des blessés, voilà. par les Russes. Et d'ailleurs, le Mossad a confirmé, a donné des chiffres qui vont. Le Mossad israélien. Oui, le Mossad israélien, par l'intermédiaire des Turcs, dans un journal dans la presse turque, a fait sortir des chiffres de pertes qui juste sont en total. C'est complètement l'inverse, et même plus que l'inverse, que tout ce qui est raconté sur tous les plateaux et par tous les responsables politiques occidentaux. Donc, si vous voulez, on arrive aux limites de la pensée magique, là. Et on arrive surtout au moment où on commence à se dire, ok, on a poussé à la roue, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là que c'est dangereux, parce que les Américains ont des enjeux politiques internes, et notamment les néoconservateurs, et que on ne peut pas, enfin, il est clair qu'ils veulent faire durer. Oui, alors on va serrer ça, mais c'est intéressant. Alors, en fait, ce que vous dites, c'est qu'on a vécu, en tout cas dans le narratif médiatique, politique, etc., dans une perception de la réalité, un mensonge qui remplaçait le réel. Quoi. Absolument. Absolument, mais ça c'est le propre des impuissants, hein. Ils vivent dans les fantasmes. Donc au lieu de considérer la réalité, de se dire qu'on est allé trop loin, que maintenant que la Russie s'est engagée et qu'elle ne peut elle-même plus faire autre chose que d'avancer, il faudrait revenir, c'est ce que j'essaie de prôner, mais je prêche dans le désert, mais enfin je prêche dans le désert, mais il y a quand même eu 50 000 Allemands, ça on n'en entend pas parler dans les médias français, mainstream, il y a quand même eu 50 000 Allemands à Munich il y a quelques jours, enfin il y a un certain nombre de gens, et d'ailleurs le peuple ukrainien mériterait peut-être qu'on lui demande un peu son avis, parce que quand on voit l'enrôlement de force, parce qu'il y a un gros problème de ressources humaines dans l'armée ukrainienne, là, très gros, considérable. Surtout que maintenant, la mobilisation partielle décrétée par les Russes, qui est en train de s'étendre par ailleurs, donc eux se mettent vraiment dans une projection longue maintenant, parce qu'ils ont compris que l'Occident ne va pas être capable d'arrêter l'escalade. Oui, sauf si l'Occident, parce que vous pouvez pas écarter, personne ne souhaite cela, met en garde la Russie en disant attention, ligne rouge. Vous avez vu, par exemple, parlons des lignes rouges. Ça vous fait rire. Ça fait vraiment rire. Non, et vous savez, la ligne rouge, c'était justement l'OTAN qui dit si la Chine envoie des armes à la Russie, eh ben c'est une ligne rouge. Ah oui, ça vous fait rire. Ça fait peur à Pékin, ça. C'est comme quand notre président dit il ne s'agit pas d'abattre la Russie. Bah ouais, c'est sûr. Parce que il s'agit de vaincre la Russie sans l'écraser. Sans l'écraser. Abattre, oui. Écraser. Mais comment diable peut-on envisager d'écraser la Russie ou de contraindre la Chine? Nous sommes dans c'est aussi ce que j'essaie d'expliquer de toutes mes modestes forces. On est dans un bouleversement géopolitique majeur. Cette guerre en est l'un des théâtres. Mais la réalité internationale est en train de complètement changer. Et on a l'impression qu'en Occident, on est une bande d'autruches, la tête dans le sable, et on veut absolument croire que l'impérialisme américain, l'impérialisme occidental va pouvoir continuer, que l'hégémonie va pouvoir se renforcer, et que s'il faut pour ça mener la politique du pire, ben on va le faire. Ça ne marchera pas, c'est-à-dire ça va juste devenir de plus en plus dangereux, de plus en plus, alors pour les Européens, n'en parlons pas, c'est la déréliction, c'est la crise. Alors, comment vous expliquez, alors avant de parler de ce bouleversement géopolitique majeur, Caroline Galacteros, on va prendre le temps d'en parler parce que c'est effectivement important, comment vous expliquez quand même, je veux bien que certains soient aveugles, je veux bien, mais comment vous expliquez que pratiquement tous les dirigeants européens, à l'exception de Orban, de l'Hongrois ou deux ou trois autres, sont complètement vent debout pour effectivement continuer. Il faut. Bon, il faut rappeler aussi qu'il y a une agression russe sur l'Ukraine quand même. Ne l'oublions pas. Il ne faut pas aussi ne pas se raconter ça. Bien sûr, mais déjà, il faudrait s'entendre sur quand a débuté cette guerre. Là, c'est clair que, bien sûr, il y a eu une entrée illégitime, illégale, même si les Russes invoquent l'article 51, la responsabilité de protéger, etc. Les populations russophones qui se faisaient quand même allègrement massacrer depuis des années. Mais, bien sûr, il y a une invasion. Ça n'est pas contestable. Mais est-ce que cette invasion est... D'ailleurs, est-ce que Poutine a eu raison, est-ce que Poutine a eu tort? C'est même pas le sujet. Cette invasion, est-ce qu'elle est une réponse, c'est-à-dire précisément la démonstration d'une ligne rouge russe,
cette fois-ci, Ouais. face à une avancée qui est considérée comme militairement dangereuse, enfin insupportable pour la Russie venant de l'OTAN. Est-ce que c'est ça le sujet, c'est-à-dire est-ce que ça a commencé le 24 février, est-ce que ça a commencé en 2014, est-ce que ça a commencé Tout à fait. en 2007 à Munich, est-ce que ça a commencé en 2004 avec la Révolution Orange? Question à se on peut aller poser, mais loin. comment vous expliquez, justement, pour revenir à ma question, que les gouvernements européens, les présidents européens, les dirigeants européens, considèrent que ça, c'est pas le problème. Le Non, problème, c'est bien qu'il sûr. faut choisir son camp. On a choisi son camp. Voilà, parce que nous vivons dans un manichéisme complètement indigent qui nous permet d'être autistes, d'être, j'allais dire, d'être clivés mentalement. Nous sommes dans une perpétuelle, moi j'appelle ça la dissonance cognitive, vis-à-vis du réel, vis-à-vis du souhaitable. On ne veut pas voir ce qui nous dérange, quoi. On ne veut C'est pas ça. voir ce qui nous dérange, on ne veut pas voir ce qui nous remet en cause, on ne veut pas voir ce qui exigerait de nous un commencement de début de raisonnement propre, parce qu'en fait le problème des Européens, mis à part 2 ou 3, c'est effectivement qu'ils n'ont plus de capacité ni même de volonté de se dire bon, nous on est en Europe là, on est l'isthme de l'Eurasie. Certes. Okay, donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on veut être? Quel est notre avenir? Est-ce qu'on veut se couper non seulement de la Russie, mais de toute l'Eurasie? Est-ce qu'on veut être en... Quel est notre Quel est notre donc, rôle? nous, on préfère la servitude, et en l'espèce, l'alignement, et donc, on préfère l'obéissance, finalement. Alors, c'est vrai, c'est simple Mais en même d'obéir. temps, on veut pas se battre. Sauf si le chef, voilà, sauf si le chef fait des âneries. Ouais. Parce que c'est quand même ça le sujet. C'est pas l'Amérique qui va payer tout ça. Et ça n'est déjà pas Bien sûr. l'Amérique qui paye économiquement et L'Amérique qui socialement. gagne en ce moment. Voilà. On se retrouve tout de suite après cette petite pause avec Caroline Galacteros. On va parler du bouleversement géopolitique mondial. C'est fascinant. Et vous avez la parole au 0826 300 300 pour participer à l'émission. Vous pouvez interpeller Caroline Galacteros pour avoir sa vision sur la situation en Ukraine. À tout de suite sur ce... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, Biden aussi à Kiev. Et Volodymyr Zelensky aussi à Kiev. Nous sommes tous dans tous nos états. Et également, évidemment, notre interlocutrice privilégiée, Caroline Galacteros, qui dirige le think tank Géopragma. C'est bien, au moins, pragma, ça veut dire pragmatique. Donc on essaye de rester un peu au niveau du réel quand même. Mais alors... Caroline Galacteros, vous avez parlé, vous dites justement, il y a aujourd'hui, et je voudrais qu'on s'apesantisse un peu là-dessus, en tout cas, ce énorme bouleversement géopolitique mondial. En quoi consiste-t-il concrètement? Qu'est-ce qui est en train d'être bouleversé ou de se bouleverser? Alors, d'abord, il n'est pas né le 24 février, mais la guerre en Ukraine et la manière dont l'ensemble du monde réagit à ce conflit lui donne une accélération à ce bouleversement considérable. Le bouleversement, pour faire simple, c'est simplement que l'hégémonie occidentale, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit politique, qu'elle soit économique, qu'elle soit financière, qu'elle soit de toute nature, n'est plus ni souhaitée, ni supportable pour le reste du monde, qui a émergé depuis déjà une bonne vingtaine d'années, autour de la Chine, aussi autour d'une puissance renaissante comme la Russie, et c'est ce qui explique une grande partie de la hargne aussi à l'abattre. Et donc, il y a une bascule du monde au sens où il y a désormais une alternative en termes de modèle de puissance. On peut appeler ça des dictatures, des démocratures, des démocraties souveraines. Non mais Caroline Galacteros, je ne dis pas, on va dire, l'Occident c'est mieux. Bon, enfin, franchement, si le modèle doit être le crédit social à la chinoise, l'autocratie, la dictature... Oui, on n'en est pas loin chez nous, ça va venir. Mais non, peut-être. Non, ce que je veux dire, c'est cette conception de l'Occident, ou de dire, l'Occident, vous voulez tout régner, et c'est fini, c'est ça. fini. C'est ça. C'est fini parce que, non pas parce qu'on a tort ou raison, Oui. c'est juste fini. Alors, fini pourquoi? Parce que les autres n'en veulent plus. Les leçons, le régime change, l'ingérence intérieure permanente sous couvert de promouvoir la démocratie, etc. etc. Irak, Libye, on a vu tout ça, à quoi oui. ça a mené. Que des désastres.
Donc, il faut quand même pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Oui, exactement, c'est l'expression qui me vient. Non, mais je veux dire, il y a des dizaines de pays, et on le voit très bien sur l'affaire ukrainienne, au niveau des sanctions, au niveau des réactions, et au niveau des réalignements, même si c'est pas de l'alignement, mais en tout cas, il y a tout un tas de pays qui maintenant se disent, bon, il y a quelque chose face à l'Empire américain et à son appendice européen, si vous voulez, à ce qu'on appelle l'Occident. Il y a autre chose qui va aussi offrir d'autres opportunités. Et la Chine est évidemment la championne de cela. Donc c'est pas le narratif, encore une fois, sur la démocratie, les droits de l'homme. En fait, c'est pas du tout le sujet. Le combat, il est économique et financier. Il est pour abattre le dollar comme monnaie d'échange internationale dominante. Oui, j'allais dire que un des enjeux majeurs, c'est celui-là, l'enjeu majeur. Qui est derrière tout. Ouais. C'est-à-dire que le dollar avait la prééminence totale, les transactions ne pouvaient se faire qu'en dollars, et ça, c'est en train de se terminer. Et c'est ce qui permettait aussi l'extraterritorialité du droit américain. Tout ça est en train d'être battu en brèche de manière très méthodique et de plus en plus consolidée autour d'un autre pôle, d'un grand pôle qui lui-même sera, enfin, où il y a des sous-régions, entre guillemets, et des alignements des pays. D'ailleurs, parfois vers l'Occident, parfois vers ce pôle-là, selon les sujets. C'est-à-dire, chacun va faire son marché. Chacun va être pragmatique un peu, voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la multipolarité du monde. Et donc, alors on le voit, on parle toujours des BRICS, mais vous avez aussi l'Organisation de coopération de Shanghai, vous avez les organisations eurasiennes économiques, dont en France, on a l'air d'ignorer jusqu'à l'existence. Mais c'est à nos portes. C'est quoi? Donc, alors, attendez, rappelez ce que c'est Shanghai et l'Organisation eurasienne économique. Ça comprend qui, combien de puissance aujourd'hui? L'organisation économique autour de la Russie, là, pour le coup, c'est une espèce de contre-UE, mais dans laquelle tous les autres viennent. Contre l'Union européenne. Enfin, contre l'Union européenne. Mais c'est-à-dire qu'il y a une structuration des marchés, une structuration des projets. Surtout, il y a un maillage d'infrastructures et de projets dans tous les sens de collaboration, de coopération, pas seulement militaire. Donc ça peut aboutir, Caroline Galacteros, à la création d'une monnaie rivale du dollar? Ah oui, je pense qu'à 10 ans, les BRICS sont en train d'imaginer déjà un panier de monnaie, c'est ce qu'on appelle la R+. Bon, il va y en avoir peut-être d'autres. Le yuan, si vous voyez les mouvements financiers, si vous voyez la manière dont tous ces pays rachètent de l'or à larga manu, enfin, tout ce qu'ils peuvent, etc., ils essaient de se dégager au maximum de leur dépendance au dollar et donc de leur exposition à les décisions, les oukas américains. Pardon de ce mot russe pour parler de l'Amérique, mais enfin, en tout cas, la manière d'imposer. Est-ce que ça, pour vous, c'est parti et ça va se manifester dans les années qui viennent, dans les mois et les années qui viennent? Mais c'est déjà énorme, mais on n'en parle absolument pas ici. On n'en parle pas. Là, on découvre que la Chine et l'Iran, ou que la Chine et la Russie... Oui. La Chine vient de conclure un accord énorme avec l'Iran. Oui, mais il y avait 400 milliards de dollars il y a déjà quelques années. Je veux dire, tout ça ne fait que se poursuivre. Et l'Inde, et l'Égypte, il y a un certain nombre de pays qui sont aussi des puissances. Alors l'Inde, l'Inde n'est pas l'Égypte, hein, mais si vous voulez, tout ça, ça va faire un gros agrégat de ceux qui ne supportent plus les leçons occidentales. Est-ce que SWIFT a joué un rôle, le blocage des avoirs américains des avoirs russes, par les Américains au moment des embargos, etc., des sanctions? Ils ont sorti la Russie de SWIFT et la Russie a fait son SWIFT à elle. Ouais. Voilà. Bon, j'oublie toujours l'acronyme, mais qui marche très bien, merci. Je veux dire, c'est une question de volonté. Et c'est ça, pour moi, là encore, je ne porte pas de jugement. J'observe. C'est ça, pour moi, le sujet, c'est que Vladimir Poutine, en faisant ce qu'il a fait, il a pris des risques, ça lui coûte une fortune, c'est dangereux politiquement, c'est lourd, c'est lourd stratégiquement sur le long terme si la guerre dure, etc. Mais il a montré au monde entier qu'il était possible de résister. À la toute-puissance américaine, surtout, d'ailleurs. Américaine, surtout. Oui, mais alors, justement, Caroline Galacteros, le problème qui est posé, c'est que, est-ce que l'Amérique n'est pas prête, et la manifestation de Biden à Kiev
juste derrière tout ça, n'est pas prête à aller très loin pour défendre son dollar et l'extériorité. Parce qu'imaginez-vous, vous savez très bien à quoi se monte la dette américaine aujourd'hui. C'est le danger. Tant qu'ils ont la planche à billets, qu'ils peuvent fabriquer du dollar comme ils veulent, il n'y a pas de problème. Mais si on met le dollar, et c'est ce qui est en train de se passer, en danger, jusqu'où pourront-ils aller pour dire, attendez les gars, non, c'est pas fini. Ils vivent au crédit du monde depuis très très longtemps. Oui, donc, enfin ça a marché. Oui, Voilà. ça a marché tant qu'il n'y avait pas quelque chose en état de dire, finalement, là maintenant, vous n'êtes plus tout seul. Oui, mais alors est-ce qu'ils peuvent... C'est la volonté de promouvoir l'hégémonie contre l'évidence, si vous voulez. Ouais. Donc ou faire une autre hégémonie aussi. Enfin, il faut bien dire. Oui, mais ça va faut être pas un Poutine équilibre. peut être hégémoniste, si vous voulez. Ah, je pense pas du tout que la puissance russe soit hégémonique. Alors, pas du Pour tout. le moment, non, en tout cas. Non, mais culturellement, je veux dire, ils sont. Alors eux, c'est l'inverse. C'est-à-dire, ils veulent juste le retour à la Charte des Nations Unies, ce qui est déjà un gros sujet, et pas le monde. Par les règles, ce qui est maintenant le nouveau mantra américain. Il n'y a plus d'ordre international, le droit international. Passons au monde par les règles. Qui édicte les règles? Ah, c'est très intéressant. Donc, si vous voulez, il y a un vrai sujet sur la structure du monde. Est-ce qu'on accepte sa multipolarité? Ou pas, Ou pas. Et est-ce qu'on travaille en cherchant des équilibres qui seront tous imparfaits, mais où on part du respect des acteurs? Juste un mot, il y avait quand même une double hégémonie au temps de la guerre froide. Il y avait l'URSS et les États-Unis. Hein. C'était bipolaire à cette époque-là. Bon, après, il y a eu toute la période, vous la connaissez au moins aussi bien que moi, de la fin de l'histoire de M. Fukuyama, on a vu ce que ça donnait, puis le 11 septembre, etc., etc. Aujourd'hui, en fait, vous dites, est-ce qu'on va accepter, ou est-ce que l'Occident va accepter le monde multipolaire? Ouais, il faut l'accepter, sinon nous, on est morts. Nous, les Européens, dans ce monde qui va exister de toute façon. Ce que je veux dire, c'est que la pensée magique a des limites. Donc, si vous ne l'acceptez pas, ça ne veut pas dire que ça n'existera pas. Ça va exister, mais contre vous. Mais voilà. Voilà. Donc, il faut comprendre ça. Il faut redimensionner toutes nos politiques, toutes nos projections d'influence, tous les partenariats qu'on fait. Il faut désidéologiser tout ça. Et ça, pour l'instant, on n'est pas capable, on est dans un manichéisme et une propagande absolument ahurissante, sauf que c'est en train de nous péter à la figure. Voilà. Oui, là, la fameuse perception. Le réel, on s'en fout. Ce qui compte, c'est notre perception du réel. Comme dans la société, d'ailleurs. Maintenant. Voilà. On continue dans le wokisme généralisé, y compris géopolitique, avec Caroline Galacteros. Et après cette petite pause, nous accueillerons les auditeurs de Sud Radio qui, je suis sûr, ont beaucoup de choses à nous dire, à nous poser. À nous dire. Les auditeurs appellent beaucoup au 0826 300 300 et vous continuez de nous appeler. On vous donne la parole sur Sud Radio. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, nous continuons à parler de ce bouleversement géopolitique mondial dont la guerre Russie-Ukraine a donné effectivement une illustration très forte en ce moment avec Caroline Galacteros. Et nous allons évidemment recevoir bientôt les questions des auditeurs de Sud Radio. En fait, alors on parle des chiffres, il faudrait peut-être parler des chiffres, parce que quand même, il faut bien dire que, vous savez, certains disent, oui, alors ce sera la guerre jusqu'au dernier Ukrainien, et c'est vrai que les Ukrainiens se font massacrer, enfin en tout cas, les soldats, etc. Alors où on en est exactement? Mais je voudrais des chiffres qui ne soient pas biaisés. Est-ce que vous en avez, Caroline Galacteros? Alors, écoutez, il y en a qui ont été donnés assez récemment, via la presse turque, comme des chiffres venant du Mossad, et c'était au 15 janvier, à peu près. Enfin, les chiffres ont été arrêtés à peu près au 15 janvier. D'accord, il y a un mois, oui. Voilà. Et on arrive à... Donc, écoutez bien, 157 000 morts ukrainiens. Soldats ukrainiens. Soldats, oui. Combien de... Est-ce qu'on sait le nombre des Russes? Et le nombre des Russes, d'après cet état des lieux, est de 18 000 quelque chose. D'accord. Voilà.
Donc on est de 1 à 10, mais à l'inverse de ce qu'on raconte depuis un an, puisqu'on raconte depuis un an que l'armée russe est en morceaux, qu'ils s'habillent chez Decathlon, qu'ils n'ont plus rien, les pauvres. Enfin, c'est lamentable, ils sont tellement mauvais. Chacun sait que Russie-Ukraine, c'est pas la même... Non, mais on est dans un délire. Oui, mais si vous écoutez les plateaux, c'est-à-dire pour faire consentir les populations, non seulement à plus mettre de chauffage, mais à ce qui les attend économiquement, qui est quand même pas très brillant, même si on continuera à faire des chèques, enfin, jusqu'à un certain point, parce qu'on est très très endettés nous-mêmes. Donc pour faire consentir les gens à la guerre, il faut quand même à un moment donné leur raconter n'importe quoi, quand la réalité... Et c'est pas nouveau, hein, ça, le bourrage de crâne, donc, comme on dit. 1 à 10 en faveur de la Russie concernant les morts, et 1 à 7 à 8 concernant les blessés. D'accord. Voilà. Donc, c'est assez... Mais c'est les chiffres du Mossad donnés par la presse turque. Voilà. Bon, enfin, c'est à vérifier, mais oui. Voilà. Non, bon, d'accord. alors, vous pouvez arrondir, baisser. Il y a des chiffres donnés par une organisation... il y a quelques jours, là, qui s'appelle... j'ai oublié, qui s'appelle... une organisation américaine, je crois bien, qui dit que c'est même pas 18 000 morts, c'est 14 000. Côté russe. Mais alors, comment vous expliquez Et je termine, une chose très importante, parce que là, on est parti en plein délire, les crimes contre l'humanité, les massacres, les viols de masse, tout ça côté russe, les Ukrainiens, bien sûr, étant des anges, c'est bien connu, même si dans toute guerre, il y a des crimes de guerre, naturellement. Bien sûr, il y en a. Il faudrait quand même se calmer un peu. L'ONU, le commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, en février, là, a publié son dernier bilan qui fait état de 7000 morts civils depuis un an, ce qui est déjà 7000 de trop, on est d'accord. Bien sûr. Et pour arriver et de 13 000 blessés civils. Voilà. Oui, alors, mais justement, encore une fois, nous parlions des dirigeants d'Europe, mais en fait, en Amérique, qui est quand même, de ce point de vue-là, la liberté d'expression est quand même plus grande. Reconnaissons ça à l'Amérique, qui est d'ailleurs, je dirais que l'Amérique a beaucoup de qualités, beaucoup de défauts, mais enfin, moi, j'aime bien les États-Unis, j'aime moins peut-être certains aspects, il faut dire, de la politique américaine, mais je reviens à l'essentiel. Il y a quand même une liberté d'expression, même si elle n'est pas complète, c'est le moins qu'on puisse dire, mais eh bien comment ça se fait que certains militaires américains, certains dirigeants américains, est-ce que c'est par, entre guillemets, patriotisme, en disant il ne faut pas rompre le front commun, le front uni, ne s'élèvent pas sur cette conduite de la guerre, sur cette gestion de la guerre? Alors, je parle de l'Amérique, là. Alors, d'abord, effectivement, les meilleures sources, moi, en tout cas pour moi, meilleures sources ouvertes d'évaluation du conflit au plan militaire, et d'ailleurs dans l'interprétation des questions diplomatiques aussi, sont américaines et britanniques. Ah oui, intéressant. Je pense qu'ici, en France, il serait bon quand même de s'y intéresser à tous ces gens-là, parce que ce sont de véritables mines, et qui ne sont pas démenties par les faits. Bon, donc quand même, on pourrait sortir aussi un peu de la pensée magique. Alors, pourquoi un certain nombre de militaires américains de haut rang... il y en a très peu qui l'ont fait. Wesley Clark avait osé le faire au début des années 2000, ça lui a coûté fort cher. Le général Milley, donc le chef d'état-major américain, si vous voulez, il y a quelques mois disait oulala, on se calme, la Russie va gagner, il faut arrêter les frais, il faut négocier. Il a été remis au pas. Il y a 3 jours, il a quand même expliqué, il faut quand même le faire, enfin dans le genre retournement à 180 degrés, c'est extraordinaire. Il a expliqué que la Russie avait perdu, stratégiquement, tactiquement, opérationnellement. Et militairement. Ce qui est faux, clairement faux, toute la planète peut le voir, toute la planète informée peut le comprendre. On va, ça, écoutez, qui vivra encore verra. Il y a un verrouillage du système. Oui, mais il n'y a pas d'homme politique en Amérique, juste une question, à votre connaissance, qui a pris position. Trump se tait là-dessus. Trump se tait pour l'instant. Moi, il y a une femme, alors on va me dire, ça y est, elle est horrible, elle est infréquentable. C'est une femme qui s'appelle Tulsi Gabbard. Ah oui, jolie femme en plus. Très jolie femme, très jolie femme. Elle est sénatrice, non? Sénatrice d'Hawaï ou... Non, pas d'Hawaï, non, c'est des États-Unis. Tulsi Gabbard, on la connaît. Non, c'est pas Hawaï, mais enfin bon, on retrouvera ça, Tulsi Gabbard. Lucia, essayez de voir si on... Tulsi... Alors elle y va franco, elle dit
elle dit la vérité. Il y a aussi certains députés européens, l'Irlandaise, Claire Daly. Anderson et compagnie, il y en a quelques-uns. Il y en a quand même quelques-unes qui osent l'ouvrir et qui le font de manière très véhémente. Comme par hasard des femmes, d'ailleurs. Comme par hasard. Mais pour le reste, le système est complètement verrouillé. Quand vous voyez ce qui se passe avec Mark Milley, comme il a changé, on aurait dit Colin Powell avec sa fiole, quoi. C'est ahurissant. Moi, j'étais soufflé là. En tout cas, écoutez, ce sont des questions, on verra. Biden, encore une fois, je le rappelle, à Kiev en ce moment. Qu'est-ce qui va se passer? À quelle sauce serons-nous mangés ou pas? Une vraie question. On en parle toujours avec Caroline Galacteros, qui est géopolitologue, et avec nos auditeurs. Et oui, nos auditeurs qui ont beaucoup de questions, et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. Et pour commencer, on accueille Chantal de Bastia. Bonjour Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour André, et bonjour Mme Galacteros. Je suis très très contente, parce que je l'ai écouté aussi samedi à l'heure libre. Et elle a tenu tête à Michel Onfray, ce qui est pas une mince affaire. Alors Chantal, avançons. Alors moi je voulais poser une question à Madame Galacteros, si elle était au courant de cette rumeur. Enfin, il y a eu des vidéos, mais bon, il faut toujours se méfier de vidéos. Si des soldats, enfin des personnes de Daesh seraient sur le terrain opérationnel du côté de l'armée ukrainienne, parce que bon, il y a eu quand même un tremblement de terre en Syrie, dans le nord, où il y avait les prisons justement où étaient détenus les terroristes. Voilà, et je voulais savoir si elle était au courant de cette. Très bien, Chantal. Oui, alors, Caroline. Oui, j'ai vu un ou deux petits mini reportages, enfin mini petites scénettes où on voit effectivement des écussons Daesh. Oui. Bon, je ne dirais rien de, comment dirais-je, dont je sois vraiment sûr là-dessus. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un certain nombre de volontaires dits internationaux du côté ukrainien. Ça, c'est sûr. Alors, d'où viennent-ils? Quelles sont leurs allégeances? Quelles sont leurs origines? On a dit, oui, qu'on avait sorti un certain nombre de combattants de Daesh, pas beaucoup, et qu'on les avait emmenés sur le théâtre syrien. Enfin, quand je dis on, l'Occident. Oui. Mais je pense que on a déjà fort à faire avec déjà les milices ultranationalistes ukrainiennes. Ça va, c'est déjà pas mal. Il y a de quoi faire. Lucien. Oui, avant la pub, on a le temps de recevoir un deuxième auditeur et on va à Marseille recevoir Julien. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Bonjour André, bonjour Madame Galacteros. Moi je vous appelle pour savoir qu'est-ce que vous pensez des remous qui se passent en ce moment en Moldavie, où la présidente parle de peut-être un putsch russe qui se paye. Et apparemment, sur Kolbasna, vous avez la plus grande réserve de munitions d'Europe, avec beaucoup de munitions soviétiques qui pourraient arranger les Ukrainiens. Et apparemment, il y aurait des vues sur cet entrepôt de la part des Ukrainiens, en complicité certainement avec les forces spéciales qui les entraîneraient de britanniques pour s'emparer de cet entrepôt. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Moldavie, hein, c'est ça? À Kolbasna. À Kolbasna, oui, alors comme d'habitude, c'est effectivement, ce que vous dites n'est pas faux. C'est effectivement intéressant pour les Ukrainiens qui ont juste quasiment plus de munitions, en tout cas pas pour tenir au-delà de quelques mois. Avec tout ce qu'on leur fournit et qu'on essaie de grappiller partout, en Israël, en Corée du Sud, enfin, c'est le marché de l'urgence. Ce qui est vrai, c'est que on commence maintenant côté occidental à essayer d'accréditer l'idée que la Russie en voudrait à la Moldavie. Je rappelle que la Russie a la Transnistrie déjà. Donc, je vois pas pourquoi la Russie aurait besoin d'aller en Moldavie et de frapper la Moldavie. Donc, ça me semble, comme d'habitude, c'est l'inversion, c'est-à-dire, on est en train de monter peut-être une manœuvre pour permettre aux Ukrainiens d'aller chercher ce qu'ils ont à faire, ce dont ils ont besoin. Soit on peut le leur donner aussi, tout simplement, et on doit être en train de dire aux autorités moldaves, bon,
bon, il faut monter la sauce un peu, il faut expliquer que vous êtes menacé. La Transnistrie est une région sous contrôle russe. Rumeurs, quand oui, même, ce sont des rumeurs. Non, mais il y a aussi des rumeurs ce matin sur une bombe sale à partir de déchets radioactifs à l'initiative des Ukrainiens. Elle-même, etc. Voilà. Oui, donc, si vous voulez, il y a énorme dans cette guerre des perceptions qui est en parallèle et de plus en plus en choc frontal avec celle de la réalité et de l'attrition russe sur les forces armées ukrainiennes, la démilitarisation, comme ils l'ont dit. Il y a beaucoup de choses. C'est très difficile. Ça fait partie du narratif des guerres. Voilà, c'est le brouillard. On essaie de faire peur, on essaie d'inquiéter, on essaie de faire monter l'angoisse et on essaie de faire monter l'acquiescement occidental à la surenchère, parce que quand même derrière il y a ça. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est l'acquiescement des l'acquiescement des populations occidentales aux besoins du pouvoir néoconservateur qui est clairement encore bien en place aux États-Unis. Lucien, on va tourner une rapide page de pub et on ira à Bordeaux pour recevoir Marc et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h45 sur Sud Radio. Vous avez la parole dans le face-à-face avec Caroline Galacteros pour revenir sur la situation en Ukraine. Et on accueille Marc de Bordeaux. Bonjour Marc. Oui, bonjour Marc. Oui, bonjour. Voilà, je suis donc à Bordeaux. Je suis le fondateur d'un collectif citoyen parce que je crois que nos dirigeants sont en train de nous entraîner dans un processus d'escalade qui peut nous conduire à la guerre mondiale éventuellement. Et les citoyens, on a oublié de leur demander leur avis, tout simplement. Ah, ça c'est clair. Donc voilà, nous sommes des gens de tous bords politiques. Oui. Donc nous sommes apartisans. Nous sommes également, nous ne sommes ni pro-russes ni pro-ukrainiens. Nous observons les choses du point de vue français. Oui. Et donc nous essayons de lancer notre action. Nous avons déjà des groupes, des contacts avec des gilets jaunes, etc. Nous sommes encore assez peu nombreux, c'est quelques dizaines de personnes actives. Et donc nous avons, alors je vais poser ma question. Donc oui, allez-y, posez votre question, Marc. Oui, nous avons un objectif qui est de faire en sorte que la France fasse un petit peu ce qu'avait fait Jacques Chirac en 2003. C'est-à-dire qu'elle prenne une position de désescalade. Et la question que je voulais poser à Madame Galacteros, c'est si nous aboutissons à ce résultat, est-ce qu'elle pense que d'autres pays européens pourraient être tentés de suivre l'exemple de la France ? Ah oui, mais là vous me donnez de l'espoir. Là, j'ai très envie de vous rencontrer. Non, mais il est évident que si la France était capable d'avoir le courage de faire un pas de côté et de dire maintenant, il faut arrêter avant que ça n'aille trop loin et avant qu'on ne puisse effectivement, pourquoi pas, déraper. C'est-à-dire, c'est ça la grande question. Jusqu'où chaque partie, mais singulièrement, je pense beaucoup plus à la partie occidentale, chaque partie est-elle capable d'aller éventuellement trop loin, et dans le cas occidental, pour ne pas perdre la face, alors que militairement, on voit bien que la guerre est très mal engagée pour l'Ukraine, si vous voulez, et très bien engagée pour les Russes. Donc faire un pas de côté, ça veut dire arrêter immédiatement, parce que jusqu'à présent, on n'a pas demandé leur avis aux Français parce qu'on n'a pas déclaré la guerre, parce qu'on explique qu'on n'est pas co-belligérant, ce qui quand même. Mais même au Parlement, il n'y a pas eu de discussion là-dessus. Non, mais il n'y a rien. Tout le monde se dit, comme diraient les militaires, c'est un pot de pu. On n'y touche pas. On donne pas notre avis. Bon, voilà. Mais c'est un vrai sujet. Le fait d'embarquer comme ça une population, de l'endormir à coups de propagande, et ensuite de la faire acquiescer à un engagement via l'OTAN
qui non seulement va contre ses intérêts immédiats, mais qui est extrêmement dangereux potentiellement. Parce que si vous regardez les dernières déclarations des responsables de l'OTAN, là, ils viennent de réaffirmer que la Chine, comme la Russie, étaient leurs ennemis systémiques et que l'objectif de l'Alliance était de s'opposer à cette menace. Oui, mais Caroline, ça c'est un langage qui peut changer. Le problème, pour devant la question de Marc, est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement français, les responsables tels qu'ils font, pourquoi il n'y a pas une voix aussi? Il y en a quelques-unes, mais elles ne sont pas dans le gouvernement. Mais elles ne sont pas au pouvoir. Ah ben non, elles ne sont pas au pouvoir. Mais est-ce que c'est possible d'engager seul, le gouvernement français, mettons, qui change d'avis, d'engager une désescalade? C'est faisable. Il faudrait faire quoi concrètement? Concrètement, déjà, on arrête de livrer des armes. On explique, on arrête de dire aux Russes qu'on ne veut pas les écraser, parce que ça, franchement, ça fait rire. C'est pas sérieux. On propose une conférence pour la paix. On calme le jeu. Et parce que ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on n'a pas l'air de bien saisir, c'est que, vu le rapport de force militaire, plus ça va aller, plus les conditions d'une paix vont être terribles pour l'Ukraine. Donc, c'est bien gentil de vouloir se battre jusqu'au dernier Ukrainien et pour la démocratie en Ukraine, mais là, elle est déjà en morceaux, l'Ukraine. Et elle va déjà renoncer, dans un accord de paix, à une partie de son territoire. C'est clair, c'est net, tout le monde le sait, même les Américains le disent. Je ne parle pas seulement de la Crimée. Donc, il faut arrêter les frais. Et il faut revenir pour moi, il faut monter d'un niveau, il faut monter à la préoccupation qui devrait être celle de tous les Européens et singulièrement de la France, qui est quand même membre permanent du Conseil de sécurité et puissance nucléaire, qui est rétablir les bases d'une sécurité en Europe, c'est-à-dire que l'Ukraine non seulement soit sûre dans les frontières qui seront celles qu'elle aura, oui. Voilà, elle a joué, c'est un pari, mais au-delà, il doit y avoir des garanties croisées. Ça peut pas continuer comme ça. Mais à la limite, dans un accord comme ça, l'Ukraine pourrait faire partie de l'Union européenne. De l'Union européenne, peut-être, mais enfin, ça c'est encore un truc qui va nous coûter des véritables fortunes. Mais il est évident que l'OTAN, c'est la ligne rouge. On le savait. Je veux dire, ça fait 15 ans qu'on en parle en Russie, quoi, et qu'on le dit partout, et qu'on propose 12 000 solutions pour ne pas en arriver là. Donc, il faut arrêter de se mentir quand même. On a joué et on est en train de perdre. Voilà. Et il ne faudrait pas que ça arrive à ce dérapage, parce qu'aujourd'hui, dérapage, ça veut dire nucléaire, quand même. Oui, c'est ça. Ça peut être nucléaire. Ça peut être nucléaire, ou ça peut être un engagement où des forces de membres de l'OTAN, qui ne seront pas forcément américaines en tant que telles, seraient engagées pour... Enfin, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Lucien. Merci beaucoup, Marc. Et on va à Perpignan pour recevoir Mohamed. Bonjour, Mohamed. Bonjour à vous, bonjour à M. Berkoff et à vos invités et aux auditeurs. Bonjour Mohamed. Ma question, c'est est-ce que Zelensky n'est pas un va-t-en-guerre, qu'il est dans les mains des Américains? Est-ce que nous, on a intérêt à se fâcher avec la Russie, peut-être un petit peu avec la Chine, et peut-être se couper un petit peu au niveau commercial de l'Afrique? Et demain, l'Ukraine va être reconstruite par qui? Par les Anglais, qui déjà ils ont un pied en Ukraine, par l'industrie d'armement américaine, européenne, et demain il nous arrive la même chose à notre pays, à notre conflit. Est-ce que les Américains vont encore imposer leurs lois en Europe? Est-ce qu'il n'est pas temps de s'entendre entre Européens? Mohamed, plusieurs questions, et très bonnes questions, mais je voudrais peut-être que Caroline Galacteros, parce que déjà on pense et on le sait à la reconstruction de l'Ukraine, qui va engager des milliards et des milliards de dollars. Et alors on dit que BlackRock est déjà sur les rangs, sinon partie prenante. Mais bien sûr, les grands fonds. C'est une information ou c'est une rumeur? Bien sûr, les grands fonds américains sont déjà là. Ce qui peut arriver, ça nous est déjà arrivé dans le cadre de l'adhésion d'autres membres de l'ex-espace soviétique à l'Union européenne. C'est-à-dire que c'est nous qui allons financer la reconstruction, etc. Mais c'est pas forcément nos entreprises qui vont en bénéficier. On sait ce qu'il advient généralement des opérations de reconstruction. Ce qui est sûr, c'est que, ce qu'on dit, c'est que au moins les 2/3 et même plus de l'aide soi-disant donnée, chaque semaine, les pledging, etc. Tout ça, ce sont pas des dons.
Okay, il y a à peu près, il y a entre 20 et 30% de dons. Et le reste, c'est des prêts. Ce qui veut dire que l'Ukraine, quand on parle de la souveraineté ukrainienne, il n'y a plus de souveraineté ukrainienne économique déjà. C'est fini. Voilà. Donc, et quand on dit, dites-moi. Et je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'a dit Mohamed. Hein, c'est évident qu'on doit, revoir complètement notre vision du monde. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure en parlant de la bascule. Il faut qu'on se situe nous aussi comme un ensemble européen et comme des puissances qui font ensemble. Et d'ailleurs, l'Europe devrait être médiatrice et neutre. Enfin, totalement. En tout cas, par rapport à ça. En tout cas, la France, elle doit être non alignée. Ouais. Parce que dès qu'elle est, ça, je le répète, mais c'est évident, c'est mathématique. Enfin, c'est une question de... Dès qu'on est aligné, dès qu'on est dans un camp, on ne sert plus à rien. On ne sert plus à rien, puisqu'on sait très bien, il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints, et donc que Paris parle. D'ailleurs, c'est ce qu'on lui répond à Moscou. On lui dit, écoutez, bon. Ouais. C'est ce qui se passe, c'est clair. On ne vous écoute plus parce que vous n'avez plus d'utilité marginale, résiduelle et encore moins centrale. Lucien. Voilà. Merci beaucoup, Mohamed. Et on va à Lyon pour recevoir Serge. Bonjour, Serge. Bonjour, Monsieur Barkov. Bonjour, Madame Galacteros. Bonjour, Serge. Oui. Alors, je vous appelle concernant le fait qu'on veut confisquer les avoirs russes en Europe. Et vendredi, la Russie a annoncé qu'elle prendra des mesures réciproques. Alors, je me demandais si, comme la Russie annonce, les avoirs européens en Russie sont plus importants que les avoirs russes en Europe. Et ensuite, c'est quoi l'idée de confisquer les avoirs russes pour les fournir finalement à l'Ukraine pour la reconstruction de l'Ukraine? Et donc, on gagne rien, c'est l'Ukraine qui gagne. En revanche, nos avoirs sont confisqués en Russie et donc c'est la Russie qui gagne aussi. Donc nos entreprises, nos oligarques et nos gouvernements perdent de l'argent au profit de l'Ukraine et la Russie. Tout à fait. Ben, vous avez, je suis entièrement d'accord. Mais ça c'est un vrai sujet. C'est que l'Europe se tire sans arrêt une balle dans le pied et que justement la réduction de la compréhension du monde à un prisme purement idéologique, à de l'antirussisme pavlovien et à finalement. Vous n'avez pas dit primaire. Oui, primaire. Enfin, Pavlov, ça me va bien. Voilà. Nous coupe les ailes, les pieds, les pattes, le bec. Enfin, je veux dire, ça, de ce point de vue-là, on n'avait même pas besoin de l'attentat ou du sabotage de Nord Stream 1 et 2. L'économie européenne est durablement coupée de l'économie russe. Et c'est extrêmement regrettable. Pourtant, ça ne veut pas dire que la Russie ne cherchera pas à recréer des liens le moment venu. Et j'espère que nous aurons l'intelligence de les favoriser. Mais ça va prendre du temps parce qu'il n'y a plus de respect, il n'y a plus de confiance, il n'y a plus rien. Pas tellement dans la communauté d'affaires, mais politiquement, il n'y a plus de confiance. Mais c'est vrai, surtout que nous avions un de nos ministres les plus brillants qui disait qu'il y a 3 mois, encore 4 mois, nous allons faire s'effondrer l'économie russe. Oui, on a vu les résultats. Et on a le temps ou pas? Non, je crois qu'on n'a pas le temps. Alors, on prend un dernier auditeur. On a le temps, il va falloir faire vite. Hélas. Merci beaucoup, Serge. Et on accueille Manu de Lacanau. Bonjour, Manu. Bonjour, Manu. Oui, bonjour André, bonjour à votre invité. Je voudrais tout d'abord remercier Sud Radio pour cette autre son de cloche que l'on a sur cette guerre, parce que c'est vraiment insupportable tout ce narratif que l'on entend partout, et alors qu'on voit très bien, nous, simples citoyens, un peu la vérité se dessiner. Et je voudrais juste réagir par rapport à un auditeur qui vous a appelé, qui s'appelait Marc, là, il y a quelques minutes, et qui a monté un collectif sur Bordeaux, étant pas loin, mais j'aurais bien aimé pouvoir rentrer en contact avec lui, parce que je crois qu'on a besoin de tous ces citoyens. Vous on a avez besoin, raison. en tant que citoyen, de pouvoir se montrer qu'on est pour la paix en Europe, mais voilà. Tout à fait. Marc, alors écoutez, rappelez-nous, ou comme ça, on va s'en occuper, rappelez-nous là, et on va vous donner les coordonnées de notre auditeur. Voilà. Merci. Juste un dernier mot. Nous arrivons à la fin d'émission. On pourra en parler pendant des heures. Caroline Galacteros, en fait, on va vous poser la question qui ne fâche pas, non? Enfin, vous êtes optimiste ou pessimiste aujourd'hui, à l'heure où on parle? Sur l'issue de tout cela, est-ce que ça va se calmer un jour? Je dis pas demain, mais ou ça va durer encore longtemps? Ça va durer jusqu'à ce qu'il ne soit absolument plus possible de faire semblant. Et à ce moment-là,
il va falloir compter sur un petit morceau d'intelligence de situation résiduelle à la Maison-Blanche. Voilà. Oui. Et au secrétariat d'État autour d'Anthony Blinken. Et sur la retenue et je dirais, en fait, la capacité de chacune des deux parties, je ne parle même pas de l'Ukraine, parce que l'Ukraine est encore une fois un instrument. Non, les deux parties. Et Zelensky, à un moment donné, sera peut-être sorti du jeu. Parce que son jusqu'au boutisme, pour l'instant, est utile, mais il y a un moment où il ne sera plus utile, il sera même contre-productif. Donc, la question, c'est il faut qu'à un moment donné, chaque partie comprenne qu'elle doit permettre à l'autre, c'est compliqué, de garder sauver la face. De sauver la face, de absolument. sauver la face. C'est toujours ça. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir arriver à quelque chose et stabiliser sécuritairement cette situation. À mon avis, quand même au profit de ce qui restera d'Ukraine, et c'est pour ça qu'il ne faudrait pas trop attendre. Acceptons-en l'augure. Merci, Caroline Galacteros. C'était le face-à-face du lundi fin février avec Caroline Galacteros, géopolitologue, pour revenir sur la situation en Ukraine. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud Radio.